Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Sur la demi-heure radioactive, l'émission de contre-propagande sur le nucléaire. Cette programmation a lieu les 2e et 4e mardis de chaque mois, sauf au mois d'août où vous nous autorisez à partir un peu en vacances. La demi-heure radioactive est animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes, indépendants de tout parti politique et réseau institutionnalisé. Nous considérons qu'il appartient à chacun d'entre nous de s'approprier la lutte antinucléaire et nous pensons que si le nucléaire est dangereux, et nous le pensons, alors il faut l'arrêter tout de suite. Aujourd'hui, pour animer cette émission, on commence par les femmes. Christine. Bonjour. Étienne. Bonjour. Jérémy. Bonjour. Et un assistant, Christophe. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Péguin, qui est physicien antinucléaire. Ça existe, reconverti à l'agriculture. Et on va lui demander de nous parler de Fukushima. Bonjour Pierre. Bonjour. Les médias français font le silence le plus absolu sur ce qui s'est passé à Fukushima. Bon, pas sur Radio Galère. Nous, on va continuer à vous informer sur cette catastrophe. Donc on voulait revenir rapidement avec toi, Pierre, sur les événements qui ont eu lieu au tout début de la catastrophe. Oui. On parle de la fusion des cœurs des réacteurs 1, 2 et 3 de Fukushima dans les premières heures qui ont suivi le tremblement de terre et le tsunami. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé dans ces premiers moments, le 11, 12 et 13 mars ? Eh bien, je vais essayer. Oui. Eh bien, oui, donc ces jours-là, le tremblement de terre a provoqué l'arrêt de ces réacteurs. À ce moment-là, ce qu'on appelle des barres de contrôle descendent pour limiter, neutraliser les réactions nucléaires qui permettent un réacteur en fonctionnement de produire les quantités de chaleur nécessaires à faire bouillir de l'eau. Puisque finalement, un réacteur nucléaire n'est qu'une bouilloire, finalement. On fait bouillir de l'eau. Oui. Mais lorsque le réacteur est déclaré comme à l'arrêt, eh bien les éléments radioactifs qui constituent ce qu'on appelle le combustible, c'est un nom impropre combustible d'ailleurs parce qu'on ne brûle rien du tout. Simplement des atomes se désintègrent. Et ben, cette réaction, elle continue quand même lentement, tranquillement. Et si on n'évacue pas la chaleur qui est produite dans le cœur du réacteur à l'arrêt, Oui. eh bien on va vers la catastrophe, on va vers la fusion du cœur. Et c'est quelque chose qui est essentiel et même en France et en Europe, on a parfois des problèmes avec ce refroidissement du cœur à l'arrêt. Et on a frisé parfois la catastrophe aussi. Et là, on est allé à la catastrophe parce qu'à cause du tsunami, eh bien, ce refroidissement du cœur n'a pas pu se faire, puisque tout a été Inondé, hein, c'est ça. noyé dans l'eau, voilà. Les systèmes donc, de refroidissement de secours étaient bloqués, et donc on est allé vers cette catastrophe qui n'est pas terminée d'ailleurs, qui va continuer. Alors quand il y a une fusion du cœur, Oui, voilà. partielle, Pour comprendre, la fusion, c'est pas ce qui se passe dans ITER. Hein. C'est bien la fusion, ça veut dire que voilà. ça fond, hein. C'est ça. Ça veut dire que c'est le cœur qui fond. Oui. Voilà. Oui, ça n'a rien à voir avec ITER. Oui. Oui. Alors une fusion partielle ou totale du cœur, c'est là où sont diffusés dans l'atmosphère les éléments radioactifs qu'on retrouve le plus souvent, comme l'iode radioactif qui va toucher les thyroïdes des gens qui sont atteints, le strontium radioactif qui est utilisé par la vie, par les végétaux, les animaux et par nous-mêmes, comme le calcium. Donc un atome de strontium va pouvoir se retrouver dans la salade qu'on mange, dans le lait, dans nos organes, et puis comme ce sont des atomes qui sont instables, quand ils se désintègrent et qu'on l'a dans le ventre,
ou dans un os, ça ne fait pas du bien, et c'est là qu'on provoque les maladies que l'on sait, le cancer et autres. Il y a aussi le césium radioactif qui fait beaucoup de mal, qui continue à faire du mal, par exemple, Tchernobyl. après Tchernobyl, oui, et qui lui est métabolisé comme le potassium, c'est-à-dire il est utilisé par la vie comme le potassium. Et c'est parce que chimiquement il se comporte comme le potassium qu'on va le retrouver dans tous les aliments et dans les organismes vivants. Donc c'est tout ça qui part de l'atmosphère. Voilà, et donc quand on a vu sur les images au début là, de la catastrophe, on a eu d'abord une explosion d'hydrogène. Et après, on nous a parlé d'un panache. Alors, est-ce que c'est la même chose ou est-ce que tu peux nous expliquer s'il y a une différence là et s'il y en a une? Ce panache, c'était dû à quoi et qu'est-ce qu'il contenait à ton avis? Alors l'explosion d'hydrogène, d'abord, oui, il y a un autre élément radioactif, un autre élément en tout cas qui peut être dégagé par la fusion par le cœur qui a une température beaucoup trop élevée, jusqu'à 2000-3000 degrés, plus. C'est que les résidus d'eau qui sont là, qui étaient destinés à refroidir le cœur, sont décomposés en hydrogène et en oxygène. Et l'hydrogène qui va s'accumuler en haut de la cloche qui ferme le cœur peut exploser. Alors ça c'est très embêtant, parce que cette explosion va envoyer dans l'atmosphère beaucoup d'éléments radioactifs comme ceux que on vient de dire. Alors quant au panache qu'on a vu sur les photos, à vrai dire, je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est que tout ça s'accompagne de toute façon d'incendies, de tous les systèmes qui sont autour du cœur, les installations électriques, les tuyaux, et qui sont en quantité Ce serait considérable. une explosion en fait, c'est ça? Tu penses qu'il y a eu une explosion et que ça... Tous les systèmes électriques ont été de toute façon détériorés, ils peuvent avoir pris feu avec la chaleur du cœur, et donc tout ça, ça peut engendrer une fumée qui serait plutôt de composition chimique, comme un peu quand on brûle des tas de saloperies, quoi, oui. Mais c'est pas forcément ça qui est le plus dangereux finalement, parce que les éléments radioactifs, eux, peuvent partir dans l'atmosphère sans qu'on les voit. Oui, tout à fait. Voilà. Mais tu sais, le panache, le panache, oui. C'est ce qui est c'est celui qui s'est le même que celui qui s'était arrêté à la frontière. Le fameux nuage. Oui, le nuage. Mais ce nuage, il y a quand même eu des traces de radioactivité plus élevée, par exemple en France ou aux États-Unis. Donc ça compte. Il y a quand même eu quelque chose qui. Ah ben ça part de l'atmosphère effectivement. Ouais. Ça peut être transporté dans les nuages avec la vapeur d'eau. Ça c'est sûr. Et effectivement, sur la côte ouest des États-Unis et du Canada, il y a des retombées, il y aura des conséquences, il y en a peut-être déjà d'ailleurs. Oui, et même chez nous, on a vu le fond, quand on fait des mesures de radioactivité avec un petit appareil, on a un bruit de fond, ben ce bruit de fond a été multiplié par 2, entre 1,5 et 2. Oui. Donc la radioactivité chez nous a augmenté. Donc il y a des retombées, et ces retombées ne seront pas innocentes, quoi, oui. Est-ce que donc maintenant ils en sont avec apparemment 3 cœurs en fusion. Ouais. Ça recrache de partout puisqu'il n'y a plus rien qui est étanche, si on a bien compris. Oui, l'eau de mer est polluée, les sols sont pollués. Pour éviter que ça recommence à exploser, pour essayer de neutraliser cette catastrophe sans arriver vraiment à la maîtriser, on envoie de l'eau. Alors c'est donc de l'eau contaminée après qui s'écoule, qu'on prétend qu'on garde dans des piscines qu'on va décontaminer, mais en réalité tous ces surplus partent dans le Pacifique et donc ça pollue radioactivement toute la chaîne du vivant, quoi. Oui. Alors a priori, est-ce que tu sais s'ils sont en train d'essayer de faire quelque chose là? Qu'est-ce qui se passe? On sait que Areva a décroché un contrat mirifique pour essayer de décontaminer cette flotte, justement. Est-ce que tu sais ce qu'ils peuvent faire, là, ce qu'ils sont en train de faire comme mesure, ou ils sont dépassés, à ton avis? Pour l'instant, on peut considérer qu'il n'y a aucune maîtrise de la catastrophe. Et si on en est simplement à vouloir décontaminer l'eau qu'on continue à balancer sous les réacteurs, ça montre bien que ce n'est qu'un palliatif, qu'une gestion. Mais la catastrophe n'est pas du tout maîtrisée. Non seulement elle n'est pas du tout maîtrisée, mais le cœur fondu au fond et qui est descendu au fond du réacteur
qu'on appelle tout ce mélange le corium. Oui, j'allais t'en parler, oui. Il y a, au moins sur l'un des réacteurs, apparemment, la dalle qui est sous le réacteur a été percée. Et il y a un risque important que ça touche la nappe phréatique et qu'il y a à nouveau donc un développement, une fabrication d'hydrogène, de décomposition de l'eau, hein, et avec le risque d'explosion qui va rebalancer dans l'atmosphère des quantités. Parce que au fond de ces réacteurs fondus, il n'y a qu'une partie de la radioactivité qui est partie. Il en reste encore pas mal. Et donc l'idéal pour ceux qui cherchent à neutraliser cette catastrophe serait d'arriver à la maintenir, à la confiner. Or, pour l'instant, on n'en est pas là. On peut considérer que, pour l'instant, la catastrophe continue, qu'on balance de l'eau pour essayer que... Mais il n'y a pas du tout de maîtrise de l'événement. Oui. J'avais un petit article là sur un universitaire de Kyoto qui dit la situation de la centrale de Fukushima est désespérée. Je pense que le corium, donc mélange fondu à base d'uranium, hein, tu diras si tu es d'accord avec ça, a endommagé le fond des cuves et qu'il s'infiltre au travers du béton et se diffuse dans la terre. Le combustible du cœur des réacteurs ne fond pas à moins de 2800 degrés. Voilà, et donc lui conclut également en disant « Sous la centrale où l'homme ne peut pas pénétrer, il est possible que se préparent des événements sans précédent pour l'humanité. » Eh bien, oui, parce que ce contact entre ce corium en fusion et l'eau qu'il a de bonnes chances, entre guillemets, de rencontrer dans la nappe phréatique, va régénérer à nouveau des événements type explosion, rejet dans l'atmosphère, de la quantité énorme de radioactivité qui reste. Et alors en plus, il faut ajouter que pour l'un des réacteurs, je crois que c'est le 3, Areva venait de livrer du MOX. Voilà, et le MOX, c'est un mélange d'oxyde d'uranium et de plutonium. Et l'uranium, c'est déjà excessivement dangereux, mais alors le plutonium, c'est le pire. Et donc, on peut retrouver maintenant du plutonium à quelques dizaines de kilomètres de Fukushima. Et ça, alors qu'il en faut des quantités extrêmement faibles pour soit empoisonner chimiquement comme tous les métaux lourds, comme par exemple le polonium, l'assassinat d'opposants soviétiques, oui. C'est des traces de polonium, donc là ça peut être des traces de plutonium. Et puis la radioactivité du plutonium, si on en respire, on en ingère, quand l'atome de plutonium explose se désintègre dans notre organisme, c'est également excessivement dangereux. Donc par rapport à Tchernobyl, on ajoute comme dangerosité la présence du plutonium grâce à nous, grâce à Areva. Merci oui. la France. En plus, le MOX, il est produit pas très loin de chez toi. Hein. Et oui, il est produit, donc il vient de Marcoule. Voilà. Ouais, et il était fabriqué avant à Cadarache, donc voilà. Et est-ce que, alors on nous parle on nous demande souvent, est-ce que on risque le syndrome chinois? Alors, à part le film que j'ai vu, tu peux nous expliquer ce que c'est, un syndrome chinois? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ou oui. Ce qu'on appelle syndrome chinois, c'est une fiction, comme quoi ça traverserait de part en part la planète par le cœur. Alors ça, il n'en est pas question, parce qu'à quelques kilomètres en profondeur, de toute façon, on rencontre le magma en fusion et tout ça se dilue. Par contre, ce qu'on peut appeler syndrome chinois, c'est ce dont on parlait il y a quelques instants. Oui, c'est qu'en rencontrant simplement la nappe phréatique, eh bien, ça crée de nouvelles réactions chimiques qui vont produire de l'hydrogène, et l'explosion de cet hydrogène rebalance dans l'atmosphère des quantités considérables de produits radioactifs. C'est en ce sens qu'on peut dire que la catastrophe, pour l'instant, n'est pas maîtrisée et n'est pas terminée. Pas terminée. Est-ce que quelqu'un a des questions là, pour Pierre autour de la... Moi, j'aimerais parler du sacrifice des gens. Ah oui, bah écoute Pierre, vas-y. Voilà. Je voudrais insister sur le fait qu'actuellement, au Japon, on sacrifie des populations entières, parce que si on a évacué ceux qui sont dans un rayon de 25 à 30 km, eh bien, ceux qui sont juste après et qui en ont pris plein la gueule, si j'ose dire, et qui continuent à recevoir et à vivre sur des territoires contaminés, donc à bénéficier, enfin, entre guillemets aussi, d'une nourriture qui elle-même est contaminée, ce sont des gens qui, dans les dizaines d'années qui viennent, vont souffrir cruellement dans leur chair. Il va y avoir des naissances monstrueuses,
Et on sacrifie ces gens-là. Et l'ensemble du Japon actuellement est alimenté par des produits qui sont contaminés. Par exemple, la viande de bœuf de la province de Fukushima a été vendue partout dans le Japon. Alors maintenant, on commence à dire qu'on va arrêter. Le poisson, on commence à en trouver du contaminé, les légumes. Et seuls les gens qui sont un peu au courant, mais on ne le dit pas à l'ensemble de la population, et qui cherchent à acheter et consommer que des produits d'importation, tous vont avoir des séquelles. Enfin, statistiquement, une partie des gens autour d'eux vont être touchés. C'est très très grave. Et ce que j'aimerais dire, c'est que ce qui se passe au Japon, ça se passe à Tchernobyl et ça se passera chez nous le jour où on aura une catastrophe pareille. Parce que comment peut-on évacuer des centaines de milliers de personnes et des millions? Comment les nourrir, les loger? Il n'est pas question. J'avais une question par rapport à oui, ça. Vas-y, oui. Ouais. On parle d'évacuer, enfin j'ai entendu parler d'évacuer Tokyo. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être éventuellement un risque, quoi? Non, alors pour l'instant, le rayon d'évacuation n'est de l'ordre que la trentaine de kilomètres. Alors donc le débat concerne ceux qui sont à 50-60 kilomètres, qui eux déjà ont reçu de sacrées doses. À ce propos, j'aurais une parenthèse à faire d'ailleurs. Mais Tokyo, qui est à 200-150 kilomètres, ne sera certainement pas touché par une évacuation. Parce qu'on les mettrait où, tous ces gens? Si par exemple il y a une catastrophe à Cruasmeix, ou à Tricastin, est-ce qu'on croit qu'on va évacuer Avignon, ou Nîmes, ou Marseille ou Marseille qui est plus loin? Pas du tout, parce que qu'est-ce qu'on peut faire de tous ces gens? Comment les loger, les nourrir, les occuper, les soigner? Non, on va leur dire que la contamination n'est pas si importante que ça et qu'ils peuvent continuer. Et comment on leur dit que la contamination peut être supportable? Il suffit de multiplier le seuil de contamination officiel en dessous duquel on dit il n'y a pas de problème. Et au Japon, par exemple, on a multiplié par 20 la contamination admissible par la population. On dit aux gens, voilà, vous pouvez... alors que ça veut dire que les enfants, les femmes enceintes, toute la population, on leur dit, pas de problème, 20 fois plus, mais c'est tout bon. Et c'est comme ça qu'on peut maintenir en place des populations dont, de toute façon, on ne pourrait pas faire autrement. C'est ça qui est grave, c'est que on ne peut pas faire autrement. Dans la vallée du Rhône, s'il y a une catastrophe, on ne va pas évacuer Valence, Avignon, Nîmes, etc. Montélimar. Donc on va les maintenir en place. D'abord, l'armée sera là pour empêcher les gens de fuir. Ouais. Et c'est parce qu'en France, il est prévu que c'est l'armée qui prend le pouvoir en cas de catastrophe. Les textes sont définis. On multiplie les seuils de contamination admissibles. Et non seulement on multiplie les seuils de contamination admissibles dans les régions qui sont contaminées, qui seraient les nôtres, mais même sur l'ensemble de l'Europe, de façon à ce que les céréaliers et les grands exportateurs français puissent continuer à vendre leurs produits, qui ne soient pas touchés par la catastrophe. Parce que c'est ça le plus important finalement. Il faut que les céréaliers puissent continuer à vendre leurs céréales. J'ai reçu ça hier, c'est en anglais, mais on nous explique qu'autour de la préfecture le gouvernement de la préfecture de Fukushima a décidé de faire des tests de la thyroïde pour 360 000 résidents de la préfecture au-dessous de l'âge de 18 ans. C'est-à-dire qu'il y a 360 000 résidents, enfants jeunes qui vont être testés. Donc ça veut dire que ça a quand même dû bien cracher. Pour que même eux en soient arrivés à se dire on va faire des tests. Remarque, ça sert aussi de faire des cobayes. Comme ça, c'est une population cobaye. On voit en recrachant telle dose comment la thyroïde se comporte aussi. Donc, Oui. Et puis il faut faire un parallèle avec Tchernobyl, puisque ce sont quand même des catastrophes comparables. Il faut bien voir que si le lobby du nucléaire prétend qu'il n'y a pas eu beaucoup de victimes, il n'empêche que l'Académie de médecine de New York a publié les résultats de 5000 études soviétiques qui ont été traduites en américain et qui montrent qu'il y aurait actuellement 1 million de victimes, un peu moins de 1 million de victimes, 1 million de morts, je crois même. Voilà, liées à Tchernobyl.
Et aujourd'hui encore, dans les zones contaminées de Biélorussie, il y a sur les 3 millions d'enfants, donc des enfants qui sont nés après Tchernobyl, parfois de mères nées elles-mêmes après Tchernobyl, puisque ça fait déjà 25 ans, Mhm. et bien 85% de ces enfants ont des maladies, plutôt des maladies de vieux, c'est-à-dire d'organes qui Oui. sont en difficulté. Bon, le tableau, merci Pierre, on est tous complètement déprimés. Enfin, on l'était avant, donc, D'accord. donc bah écoute, on te réinvitera pas. Voilà, oui, je crois que c'est plus sûr. Non, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis on te rappellera à l'occasion pour parler d'autres sujets. Voilà. Bon, Notre d'accord. caution scientifique. Voilà. À Allez, bientôt Pierre, bonne merci beaucoup. continuation et au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Bon, bah, qui veut faire le... Alors, comment on fait là? Parce que ça plombe un peu l'ambiance quand même. Donc... Moi, je veux bien enchaîner, mais la rupture va être... Oui, voilà, Tant mieux, ça mettra un peu de légèreté. Alors donc voilà, c'est la chronique d'Étienne, décalée. Voilà. Bon, allez. Moi, je n'invente rien. J'ai lu dans Le Ravi ces mots de Guy Brunel, directeur de la com de Cadarache. On fait face à beaucoup de fantasmes et à un vocabulaire qui effraie, dont acte là, justement. Déchets radioactifs, nucléaires. Les Antilles jouent sur la peur. Je respecte leur point de vue, mais pas leur pratique de communication, nous dit Guy Brunel. Et voilà, c'est encore nous les méchants. Quand Mediapart parle d'une fuite sur le site de Paluel en 2009, EDF corrige de suite la syntaxe. Ce n'est pas une fuite, mais une inétanchéité, nous dit le porte-parole d'EDF. Bon, en revanche, ils mettront 1 mois à corriger cette inétanchéité d'iode radioactif. Sur la photo, c'est dingue ce que la centrale de Paluel ressemble à Fukushima, avec ses 4 réacteurs bien alignés en bord de mer. Vous avez remarqué? Je joue à faire peur. Bouh! Mais non, rassurez-vous, Fukushima, c'est pas en Normandie, c'est là-bas, à Perpète, de l'autre côté de la Terre. Dormez tranquille, ça peut péter autant qu'on veut. Chez les Nyakoué, on s'en bat l'œil, ici, on craint des gains. Comment ne pas utiliser un vocabulaire qui effraie? En racontant qu'au Japon, une usine de Bombec a fait fondre des carambars, laissant s'échapper des tonnes et des tonnes de barbe à papa, répandant des centaines de milliers de Smarties au mètre carré dans un rayon de plus de 60 km. Allez, j'arrête avant qu'Haribo me fasse un procès. Et je reprends mes vidéos de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, irsn.fr, consacrées à la sûreté de nos centrales. Voyons un peu leur vocabulaire. Chapitre 2, l'accident grave. Alors je vous résume. Niveau 4 et 5, le réacteur pète. Niveau 6 et 7, ils font et on ne peut plus faire grand-chose. La contamination de l'environnement est inévitable, disent-ils. Ah, mais attention, précise-t-il avec une belle image de champignon atomique. Ça n'a rien à voir avec une bombe. La bombe détruit tout par son souffle, mais ne répand que peu d'uranium et de plutonium. Alors que la centrale, elle, contient des masses énormes d'uranium, explique Madame l'ingénieure, plusieurs dizaines de tonnes. Quand une centrale pète, il n'y a pas des milliers de morts comme à Hiroshima. Je cite, « C'est un autre problème. » Alors, notons au passage l'emploi du mot « problème » concernant au bas mot 250 000 morts. « C'est un autre problème, nous dit-on donc. Ce sont les produits de fission qui sont relâchés dans l'atmosphère, des tonnes de particules radioactives invisibles, qui peuvent provoquer des maladies et des décès pendant des années après l'accident. » On vient d'en parler, mais là je citais donc l'IRSN. Et là, pour nous rassurer quand même un peu sur la vidéo, on nous montre une image très clairement pas de chez nous. Genre 4 paysans des Carpates avec une charrette tirée par un cheval. Allez, on ne va pas pleurer pour la perte d'une poignée de bouffeurs de Rutabaga quand même. Ensuite, on nous parle de 2 accidents, Three Mile Island et Tchernobyl. L'expert, en chemise blanche, nous explique que Three Mile Island est un coup de chance extraordinaire. Il semble quasiment émerveillé par le concours de circonstances qui a permis d'éviter de justesse de rayer de la carte une partie de la côte est des États-Unis. 6 ans plus tard, Tchernobyl. Des centaines de kilomètres carrés de terre sont contaminés. Des graves conséquences sur la santé des populations, nous dit la voix off. Et le directeur de l'Institut reconnaît que
La réalité de l'accident s'est imposée à tous. Ça veut dire quoi cette phrase? Que cette fois-là, ils n'ont pas pu dissimuler la catastrophe? C'est pas faute d'avoir essayé pourtant. Alors, monsieur Brunel, vous en pensez quoi de la pratique de communication de vos confrères? Ben moi, je vous le dis tout net, ces pratiques me font gerber. Vous connaissez la définition du mot accident dans le dictionnaire? Simple péripétie, épisode sans importance. Je n'invente rien. Employer le mot accident à propos de Tchernobyl ou de Fukushima, comme vous le faites, vous les pros, aujourd'hui, ce n'est pas un simple déni. J'appelle ça du révisionnisme. Ben voilà, c'est dit. Bon, ça c'est fait. On rigole encore moins que tout à l'heure. Dans la même veine, alors bon, Christine? Jérémy, peut-être tu as fait une petite recherche sur Oui, j'ai fait les bienfaits de la radioactivité. Oui, une petite Voilà. recherche historique, ça va aller très vite, une petite note d'humour aussi. Il fut un temps où l'on enveloppait les bébés dans de la layette enrichie au radium pour qu'ils aient bien chaud. Leur mère, très avant-gardiste, s'enduisait le visage de crème de beauté irradiante, en buvant à la paille des sodas atomiques. Ça fait rêver. Voilà, donc j'ai quelques exemples de ces publicités. Les bienfaits de la radioactivité. Les bienfaits de la radioactivité, exactement. Évitez et combattez la tuberculose par la tubéradine, antiseptique pulmonaire radioactif. D'épuration à base de radium, radol, etc., etc. On est sûr de mourir 2 fois là. Si ça ne marche pas le premier coup, t'as la tuberculose, ben, comme ça au moins c'est réglé. Et ben, au chapitre du démontage des idées reçues, vous avez préparé rapidement une petite phrase. La radioactivité, c'est pas grave, elle existe partout naturellement. Eh bien, vous savez que la ciguë, par exemple, existe à l'état naturel. C'est pas une raison pour en boire 1 litre tous les jours. Donc, l'argument du produit naturel en matière de radioactivité est un peu abusif, je pense. Mais là, vraiment, on atteint au summum du négationnisme. Là, je pense que. Et c'est pas rare qu'on nous dise ça, hein, parce que sous prétexte de radon, évidemment, qui existe à l'état naturel, on se permet, je pense, beaucoup d'extrapolation. Voilà. Donc, je pense qu'on arrive sur la fin de notre émission. J'avais simplement un petit résumé de mes états d'âme et concernant aussi un petit peu tout ce qu'on vient de dire. Donc, pour tous les pro-nucléaires, évincer la question du pourquoi en nous jetant à la figure le comment, c'est continuer à rester les maîtres sans endosser la responsabilité de la situation qu'ils ont créée. Mieux, en diluant les responsabilités avec ceux qui accepteront d'en co-gérer les conséquences et font passer notre révolte et notre colère pour plus grave que leurs crimes. Il n'y a pas à apporter de palliatifs comme condition préalable à l'arrêt du nucléaire, comme si nous devions nous justifier, nous excuser de notre volonté de vivre. Imposons l'arrêt total, immédiat et définitif du nucléaire partout. Leur discrédit permanent à la face de la planète ne les autorise plus à ordonner la règle du jeu qu'ils nous imposent. Ne laissons pas à ceux qui nous ont mis dans ce pourquoi le pouvoir de gérer notre comment. Reprenons possession de ce qui nous appartient en premier lieu, notre vie et le contrôle des énergies allant de pair. Non au nucléototalisme durable. Voilà, en résumé, ce qui nous rassemble. Peut-être on pourrait donner les prochains rendez-vous. Voilà. Et puis voilà. Voilà. Prochain rendez-vous. Alors, on ne va pas faire d'émission au mois d'août parce qu'on va partir en vacances, en ce qui me concerne, entre 2 centrales nucléaires. Je suis ravie. Et prochain rendez-vous radiophonique, ce sera donc le mardi 13 septembre à 14h. Pour nous contacter, n'hésitez pas. collectif-antinucléaire13@orange.fr collectif-antinucléaire13@orange.fr.
Et pour vous informer, vous pouvez aller consulter le site de la coordination antinucléaire Sud-Est. C'est un site qu'on partage avec des gens du Vaucluse et du Gard, qui ont les mêmes valeurs que nous. Donc c'est coordination antinucléaire sud-est.org. Vous trouvez ça sur, je ne citerai pas, bon allez, je cite Google. Voilà. Fin août, à Lézan, les 25, 26, 27 août, il y a un rassemblement organisé par les gens qui luttent contre les gaz de schiste pour parler de convergence énergétique. Donc on y sera pour apporter notre parole antinucléaire et radicale. Voilà, bonnes vacances à tout le monde. Merci et bonnes vacances antinucléaires. Et n'oubliez pas de donner de la voix à notre cause. Merci beaucoup. Restez vigilants. Restez vigilants et on ne lâchera rien. Voilà. Au revoir. Au revoir. Et merci à Radio Galère. Ah ouais.